le réseau local du CRI, il s'est constitué maintenant il y a environ 2 mois par des habitants, des jeunes de ce quartier, mais aussi d'ailleurs. On a commencé à faire cette campagne du réseau CRI local parce qu'on a commencé à s'organiser en fait suite à l'affaire de la jeune sœur sur Lyon qui s'est fait humilier lors de son mariage. Ça, c'est la première chose qui nous a un peu sensibilisés et on s'est commencé à se réunir, dire tiens, ça c'est pas normal que le jour du mariage on puisse humilier une femme comme ça. Donc après, par la suite, c'est la proposition de loi qui s'est faite au Sénat concernant les aides maternelles. Ça nous a encore remonté. Et puis ça s'est enchaîné par cette campagne électorale qui, une fois de plus encore, nous stigmatise, nous signifie du doigt. Et donc le réseau local, il a commencé à faire cette campagne sur les quartiers, devant les mosquées, dans les marchés. On est un petit groupe, on n'est pas des centaines. En tout cas, je remercie les amis qui ont été très actifs, Sadok, Radouane, Salim, Abdelmajid et toutes les sœurs et les frères qui ont aussi fait cette campagne pour que ça se passe bien et qu'on puisse aussi se mobiliser et continuer à se mobiliser. Donc en tout cas, je remercie tout le monde et les amis, parce qu'il y a des amis, c'est une rencontre citoyenne. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une réunion spécifique aux musulmans. C'est qu'aujourd'hui, vous voyez la salle, ça représente la France, ça représente aujourd'hui ce qu'on est. C'est pour ça que j'insiste sur cet aspect-là, parce que c'est pas aujourd'hui, tous qui sont épris de justice sont les bienvenus. Aujourd'hui, dans ce quartier, malheureusement, on souffre énormément, on souffre en silence. Nous, on appelle aujourd'hui à s'organiser, à se mobiliser. Il y a une campagne électorale qui va débuter et qui va être encore plus dure et plus violente à notre égard. On sait que pendant les élections, il y a de la manipulation. On a peur pour nos enfants, on a peur pour nos jeunes. Il y a de la provocation. Donc nous, on va multiplier ces rencontres. On va multiplier ces rencontres pour faire en sorte qu'on puisse à un moment être vigilant à ce qui se passe dans nos quartiers, à être solidaires des uns et des autres. Donc en fait, les premières affaires du hijab islamique, dit les premières affaires du voile islamique, ont commencé en 1989. Et c'est là où on a pu voir les premières manifestations de l'islamophobie grandissante en France. Donc moi-même, je l'ai vécu, du coup... Donc moi-même, je l'ai vécu en 91, étant donné que j'ai porté mon hijab très jeune, on va dire. Du coup, en 91, un beau matin, mon papa a été convoqué à l'école. Et c'est marrant parce qu'en fait, il a été convoqué à l'école et en fait, on l'a même pas... il n'a pas eu droit à un rendez-vous formel dans un bureau, avec... Enfin, un rendez-vous tout à fait normal, quoi. Et en fait, ils l'ont interpellé pendant la récréation. Donc moi, j'étais avec ma maîtresse à l'époque. Et en fait, on lui a parlé derrière le portail de l'école. Donc déjà là, c'était révélateur, d'une part, du fait que pour eux, c'était une chose facile, que pour eux, c'était déjà partie gagnée, on va dire, que de nous faire enlever notre hijab. Depuis ces premières affaires du hijab islamique, on a pu voir qu'il ne se passe plus un mois, voire même une semaine aujourd'hui, sans qu'une nouvelle affaire éclate. Donc on a eu droit au mariage forcé, à toutes les problématiques sur le mariage forcé, et tous les débats qu'on a pu entendre dans les médias, aux expulsions d'imams, aux profanations de lieux de culte et de tombes, et à l'interdiction du port du hijab, de plus en plus visible dans la société. Donc sachant que les institutions outrepassent la loi de 2004, cette loi de 2004, elle a été aussi révélatrice du côté latent, donc de l'inconscient, de l'islamophobie qui était présente chez certains individus. Parce que cette loi, elle a pu mettre à jour, et certains ont vu dans cette loi la possibilité de pouvoir dire qu'eux pensaient pareil. Et voire même, ils allaient dans la surenchère, parce que aujourd'hui, on peut le voir dans d'autres structures, que dans le cadre propre du monde de l'école, en fait. Donc le but, évidemment, c'est de diaboliser l'islam et d'en faire les nouveaux ennemis. Donc on assiste un peu à une chasse aux sorcières, et on va dire que chaque siècle a eu ses sorciers, et puis il fallait qu'on y passe également.
Et la réalité, c'est que, on va pas être un peu dupe, c'est que l'État français cherche à cacher les véritables maux que la société rencontre. Donc, de toutes ces discriminations, de toute cette islamophobie qui, à la base, était implicite et qui, de plus en plus, devient de plus en plus manifeste et explicite, on constate que les Français de confession musulmane sont obligés un peu de cacher leur religiosité. Et par exemple, on peut voir que certains prétendent qu'ils sont végétariens, alors qu'en fait, ils ne mangent pas de la nourriture qui n'est pas halal. Et d'autres vont quitter le navire pour aller vers des pays dits musulmans, où en tout cas ils peuvent pratiquer leur islam librement. Du coup, là j'en viens un petit peu, je vais faire une petite parenthèse sur l'étude que j'avais menée en 2010-2011 dans le cadre de mes études, donc en psycho interculturel. Et en fait, j'avais fait une étude sur la double identité franco-maghrébine et les souffrances du psychisme. Du coup, j'avais interviewé un panel de personnes qui étaient âgées de 25 à 35 ans et qui étaient français issus de l'immigration maghrébine. Le pourquoi. Pourquoi l'État français, les élus, le gouvernement, en train de stigmatiser l'islam? Pour quelle raison cette nouvelle forme de racisme? Il y a eu à l'époque le racisme direct envers la communauté maghrébine ou la communauté noire. Cette fois, ça a changé. Ça reste du racisme, mais d'une nouvelle forme, qui s'attaque directement à l'islam, directement aux musulmans. Avant de faire ces attaques, ils ont utilisé des méthodes. Des méthodes, c'est-à-dire le bourrage du crâne par le biais de la télévision. Maintenant, on assimile musulmans à terroristes. Reste d'entendre de la bouche de certaines personnes étant musulmans, ils n'ont pas envie de le dire. Le fait d'être assimilé à une mauvaise personne, ce qui n'est pas du tout le cas. Normalement, on doit aussi avoir des dirigeants qui sont là pour nous défendre. Mais l'État, ils sont encore plus malins et plus intelligents que ça. Comment pouvoir installer une forme d'islamophobie, mais sans avoir la rébellion des musulmans? Contrôler leurs dirigeants. On est soi-disant dans un pays laïque, c'est-à-dire le retrait des églises de l'État. Maintenant, on sait que ce n'est pas les églises de l'État, c'est l'islam de l'État. Alors pourquoi, en tant que pays laïque, on se permet en tant que dirigeant, président, élu, maire, préfet, choisir nos dirigeants? Tiens, lui, on va faire de lui un imam. Toi, tu vas être l'imam de telle mosquée, mais à telle condition. Toi aussi, tu vas être tel représentant de telle école coranique, mais à telle condition. Donc merci d'avoir fait l'effort d'être venu, et j'espère qu'on va pouvoir échanger tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent aujourd'hui, qui doivent être dites, qu'on doit échanger ensemble. Donc brièvement, moi je suis donc Abdelaziz Chambi, je suis président de la coordination contre le racisme et l'islamophobie, et on a créé cet outil non pas par plaisir ou parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. On aurait pu aller à la chasse, à la pêche, on aurait pu aller faire du sport ou du yoga, mais malheureusement, la réalité sociale et politique aujourd'hui nous oblige à mettre en place des outils pour défendre la société française. Je dis bien, je ne suis pas en train de là me battre pour défendre les musulmans, je suis en train de me battre pour défendre les droits d'une catégorie de la population que sont les citoyens français de confession musulmane. Parce que dans l'histoire de France et dans l'histoire des sociétés, quelles qu'elles soient, lorsqu'on s'attaque à une minorité, lorsqu'on touche au droit d'une minorité, c'est le reste qui en pâtit par la suite. En vérité, aujourd'hui, ceux qui subissent les discriminations ne sont qu'un laboratoire de la société de demain. Donc le thème, c'était discrimination. Alors avant de rentrer peut-être dans le fond du sujet, je voulais quand même vous donner un scoop. Et tout à l'heure, Safia en a parlé. Vous avez vu sur l'affiche, il n'y a pas la photo de Safia. C'est pas parce qu'elle n'a pas de photo, hein, on l'arrête dans le photomaton, on prend une photo, elle la donne. C'est parce qu'on est dans un degré de criminalisation, de diabolisation, d'exclusion, de rejet des musulmans, qu'on n'ose plus se montrer, on n'ose plus mettre sa tête, parce qu'elle est en formation, parce qu'elle aspire à avoir un travail comme tout le monde, eh bien on n'ose pas mettre sa tête. Parce qu'il y a des gens, comme a dit Adil, parce qu'ils voient une femme avec un foulard, ils voient terroriste, ils voient un jeune homme barbu ou avec en sunna, ils pensent que c'est un terroriste.
et au point que certains portent leur boulot, et je suis un exemple vivant de ça, puisque j'ai perdu mon travail à 4 reprises. Je suis pas là pour me plaindre ni parler de moi, mais c'est pour vous dire quoi, que ça coûte très très cher aujourd'hui de défendre le droit, et défendre la justice, et défendre la société, et lutter contre la discrimination, ça coûte très très cher. Moi, ça m'a coûté mon boulot, effectivement, 4 fois. Et il y en a d'autres, ça leur a coûté leur formation, etc. Et pas plus tard que la semaine dernière, une fille de Lunel, de chez vous, là, Lunel, c'est à côté, elle m'appelle, me dit, voilà, je fais une formation pour devenir monitrice d'auto-école. Et le gars, le formateur, il lui dit, non, votre foulard va poser problème.